Maintenant que j'ai fini ma retraite du solstice de 2020, un fameux solstice d'ailleurs, j'avais envie de vous faire part de quelques réflexions auxquelles je suis arrivé à propos de ce que nous réserve l'année 2021, quelles seront les opportunités, quels seront les challenges et quels seront les dangers que nous courons pour 2021. Alors c'est un grand message d'espoir que je vous adresse aujourd'hui à travers cette nouvelle conversation du lundi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 72 du 11 janvier 2021. Eh bien, ça y est, je suis de retour cette fois-ci et c'est un grand plaisir, c'est un honneur aussi, c'est un privilège de continuer à cheminer avec vous de lundi en lundi, mais aussi de jeudi en jeudi, et puis je vais bientôt reprendre les sessions de syntonisation. Ce sont des choses que je n'ai pas oubliées et que je tiens à continuer à animer. Et donc, comme vous le savez, ça fait plus de 25 ans maintenant que j'ai l'habitude de faire une retraite autour du solstice d'hiver. Donc cette année, ma retraite a été un petit peu décalée. Mais j'ai quand même fait cette retraite, j'ai quand même fait mon bilan. Il y en a beaucoup parmi vous qui se demandent oui, mais c'est quoi cette retraite? Parce que vous ne me connaissez que depuis le mois de février, donc je n'ai jamais eu l'occasion de vous en parler 2 minutes. Mais pour moi, la retraite du solstice d'hiver, c'est une occasion de faire un regard en arrière des 12 mois qui viennent de s'écouler depuis le solstice précédent et de faire le bilan des actions et des vécus, des expériences que j'ai traversées sur tous les plans de mon existence. Donc, que ce soit le plan matériel, le plan de ma santé physique, le plan de ma sexualité, le plan de mes relations interpersonnelles, le plan de mes amours, le plan de mes relations familiales, le plan de ma créativité, le plan de mes intuitions, le plan de mes engagements sociaux, le plan de ma spiritualité, de ma vie intérieure. Et c'est vraiment intéressant donc de prendre un carnet et de noter, habituellement j'y passe plusieurs jours, de noter vraiment tout ce qui s'est déroulé entre le 21 décembre d'une année et le 21 décembre de l'année suivante, pour par la suite analyser cela et regarder finalement en quoi est-ce que j'ai été fidèle à mes valeurs fondamentales, en quoi est-ce que j'ai mis en œuvre les objectifs que je m'étais fixés lors de la retraite précédente, 1 an plus tôt, en quoi est-ce que j'ai fait une différence positive dans le monde, en quoi est-ce que j'ai grandi en conscience, en amour, en compétence, par rapport à l'année précédente. Et je dirais que c'est vraiment cette pratique de la retraite annuelle qui me permet de rester d'année en année toujours sur cette direction que j'ai choisi de suivre au moment où j'ai compris quelle était ma mission de vie à l'âge de 28 ans. Et pour moi, c'est la chose la plus importante que j'accomplis chaque année, c'est de faire le bilan de mon année. Voilà, il n'y a rien de plus important que ça, parce que c'est vraiment ça qui me permet de rester aligné à ce à quoi je suis appelé. Voilà. Et pourquoi je vous parle de cela? C'est parce que, à l'occasion de cette retraite, je me suis rendu compte que cette année 2021 qui s'ouvre devant nous va être une année de grandes opportunités, mais ça va être aussi l'année de tous les dangers de dérapage. C'est pour ça que je vous parlais d'alignement à l'instant. C'est que si on regarde sur le plan astrologique, mais si on regarde aussi tout simplement sur le plan géopolitique,
et sur le plan tout simplement de l'observation des processus qui sont en train de se mettre en place, eh bien, un certain nombre de pièges sont en train de se refermer sur nous. Et je dirais que c'est à la fois un énorme danger et à la fois une énorme opportunité. Et en préparant cette conversation du lundi de ce 11 janvier, j'ai repensé à une des choses qui nous avait été racontée en deuxième année d'université lorsque j'étudiais la physique. Un de nos professeurs nous a révélé à un moment donné, dans son cours de cristallographie, alors le cours de cristallographie, comme son nom l'indique, c'est que on étudie la structure cristalline des métaux, mais pas seulement des métaux, des semi-conducteurs, en tout cas de toutes les structures rigides que l'on peut étudier en physique et en chimie. Et j'ai été très étonné d'apprendre qu'il n'y avait aucune différence entre un morceau de charbon, enfin, si, il y a quand même une différence, mais il n'y avait aucune différence de nature entre un morceau de charbon d'un côté et un diamant de l'autre. Alors vous allez me dire, non, mais tu rigoles là? Mais effectivement, c'est ce que je me suis dit lorsque j'ai entendu notre professeur nous dire, vous savez, entre un charbon et un diamant, il n'y a aucune différence de nature. Dans un cas comme dans l'autre, ce sont des atomes de carbone qui sont alignés de façon réticulaire. La seule différence, c'est que l'arrangement des lignes d'atomes de carbone est différent dans un diamant que dans un charbon. Et il nous expliquait qu'en fait, à l'origine, le charbon, c'est du charbon, et s'il y a des pressions énormes qui s'élèvent parfois à plusieurs tonnes par centimètre carré, s'il y a des pressions énormes qui s'exercent sur ce morceau de charbon, eh bien, ça va forcer les atomes de carbone à se mettre dans un arrangement cristallin différent. Et tout à coup, ce charbon va devenir un diamant. Et là où, dans une première disposition, le charbon ne laisse absolument pas passer la lumière, d'ailleurs il est noir, donc il absorbe toute la lumière, mais il ne la laisse absolument pas traverser, et bien tout à coup, avec les mêmes atomes, avec le même contenu, on en arrive à faire quelque chose qui est tout à fait magnifique et qui laisse passer la lumière, qui ne fait plus obstacle à la lumière. Et en repensant à cet exemple un peu anecdotique, je me suis dit, en fait, c'est ça qui est en train de se passer au niveau de l'humanité. Vous savez, ça fait quand même plus de 200 ans que l'humanité a commencé à déraper et à perdre de façon de plus en plus claire sa connexion avec notre nature divine, avec notre nature spirituelle. Et comme le disait Teilhard de Chardin, nous ne sommes pas des êtres de chair qui faisons une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience d'incarnation. Et ça, c'est quelque chose que nous avons oublié de plus en plus à la faveur du développement des sciences technocratiques, mais aussi à la faveur du développement d'un pouvoir de plus en plus grand, d'une minorité de plus en plus petite de personnes qui essayent de prendre le contrôle sur la planète. Et donc ça fait 200 ans que l'humanité dans son ensemble, que les hommes et les femmes de bonne volonté ont perdu cette connexion de plus en plus à leur nature divine. Et donc vous imaginez bien que dans ce moment de Great Reset, de grande réinitialisation, effectivement, on peut voir ce moment de Great Reset comme étant l'accomplissement de la volonté de cette élite qui voudrait prendre le pouvoir sur la planète, mais on peut voir aussi cela comme une grande réinitialisation que nous, les êtres spirituels, nous allons faire et où nous allons revenir aux éléments essentiels de notre existence. C'est-à-dire, nous allons sortir d'une logique
où tout est axé sur l'avoir, les possessions, le paraître, le masque social, pour passer à une réalité où nous serons beaucoup plus recentrés sur la qualité d'être, sur notre connexion spirituelle et sur notre nature divine. Et vous imaginez bien que si ça fait 200 ans que nous avons dévié de notre route, ce n'est pas en quelques mois de confinement que nous allons sortir de cette transe collective dans laquelle nous sommes plongés depuis plus de 200 ans. Et vous savez, ça fait des dizaines d'années que je dis et je répète aux gens, nous sommes des esclaves. Nous, les petites gens, nous sommes des esclaves. Parce que finalement, nous passons notre existence à travailler comme des malades, et j'en suis un bel exemple aussi, pour juste avoir de quoi survivre, avoir quelques loisirs, et éventuellement les plus chanceux pouvoir prendre un peu de vacances, et le reste du temps, nous travaillons comme des bêtes. À un tel point que nous n'avons plus la possibilité de construire une relation épanouissante avec notre partenaire de vie, nous n'avons plus la possibilité de voir nos enfants grandir, nous n'avons plus la possibilité de passer beaucoup de temps avec nos amis parce que tout est mobilisé par la rentabilité et par le fait de devoir travailler de plus en plus pour juste maintenir un niveau de vie basique. Et beaucoup de personnes m'ont dit que j'exagérais en disant que nous étions une génération d'esclaves. Et seules quelques personnes éveillées, il y a 20, 30, 40 ans de cela, étaient déjà conscients de cette réalité. Et maintenant, on dirait que tout a été fait autour de cette pseudo-pandémie de Covid-19 pour accentuer la pression sur nous, nous qui allons au charbon tous les jours. Et plus la pression se fait grande, et regardez, on est parti d'un confinement sans masque et de distanciation sociale. Puis, après le déconfinement, on a quand même gardé la distanciation sociale et un certain nombre de limitations au niveau de l'accès au commerce. Il fallait quand même continuer à faire la file, on ne pouvait pas rentrer comme on voulait, comme avant le confinement. Puis, on nous a imposé le port du masque dans les lieux fermés. Puis, on nous a imposé le port du masque également dans les lieux ouverts. Puis, on nous a reconfinés. Et non seulement on nous a reconfinés, mais on a mis des couvre-feux maintenant. Et ce qui est en train de se passer, on est en train de nous imposer, on essaye en tout cas de nous imposer une vaccination dont les effets sont absolument catastrophiques sur le plan spirituel, je vous en reparlerai dans un instant. Et on est en train de nous annoncer petit à petit, on ne le dit pas encore trop fort, mais que si nous voulons avoir à nouveau accès à un certain nombre de services, si nous voulons à nouveau pouvoir voyager, etc., eh bien, il va falloir qu'on accepte la vaccination pour avoir un carnet de vaccination, un passeport sanitaire, un passeport vaccinal en ordre, sinon nous ne pourrons plus jamais prendre l'avion de notre vie et peut-être nous ne pourrons plus aller dans un cinéma, dans une salle de spectacle, etc. Et pendant ce temps-là, une bonne partie de l'économie basée sur les petites et moyennes entreprises et basée sur les professions libérales, est en train de s'effondrer. Mais regardez, si vous regardez ça du point de vue du charbon, qui est en train de se faire comprimer de plus en plus, eh bien, il est possible que cette situation soit là pour réveiller cette fois-ci une majorité de la population que nous sommes effectivement depuis bien longtemps, depuis bien plus longtemps que mars 2020, des esclaves au service des puissants. Et que finalement, tout notre travail ne sert qu'à une chose, à enrichir les banques privées et les milliardaires de ce monde. Regardez ce qui s'est passé en 2008. En 2008, il y a eu un crash mondial au niveau des banques
qui avaient manipulé la finance internationale avec ce scandale des subprimes, en pariant sur des taux, sur des prêts hypothécaires complètement pourris, complètement délivrés sans aucune garantie, et les banques ont spéculé sur des choses qui étaient mais totalement pourries. Donc, à un moment donné, tout s'est cassé la figure. Qui a remboursé, qui a renfloué les banques en 2008 ? Nos impôts. Et depuis lors, nos impôts ont augmenté pour rembourser, pour rattraper les conneries qui avaient été faites par ces gens qui gagnaient des millions de dollars de salaire par an. Et tout a repris comme avant. Et le bilan des banques ne s'est jamais aussi bien porté qu'en 2009, c'est-à-dire l'année qui a suivi ce crash de 2008. C'est-à-dire qu'en fait, peu de personnes en 2008 et 2009 se sont révoltées pour dire « Oui, mais attendez, vous nous prenez pour des pigeons, là ? Vous nous imposez de plus en plus fortement, nous qui avons déjà des petits revenus, alors que les grandes fortunes ont de plus en plus d'allègements fiscaux et en plus ont les moyens de se payer des fiscalistes qui leur promettent et qui leur permettent des stratégies d'optimisation fiscale. En réalité, c'est de la fraude, hein. Il ne faut pas se cacher. Mais pratiquement personne ne s'est révolté par rapport à ça. Et bien maintenant, en 2020, ce qui s'est passé, c'est que on nous fait ressentir de façon beaucoup plus claire à quel point on nous considère comme des vaches à lait qui vont être traites jusqu'à la dernière goutte. Et c'est là que nous avons l'opportunité de prendre conscience à quel point nous avons accepté d'entrer dans un esclavage depuis plus de 200 ans. Donc c'est là où je dis que 2021 va être une année d'opportunité et en même temps de danger, parce que si nous laissons faire les choses sans réagir, sans dire stop, sans nous opposer, sans désobéir, c'est clair que c'est même pas des diamants que nous allons devenir, nous allons devenir de la poussière de charbon. C'est là où nous allons devoir nous-mêmes opposer une résistance sur le plan spirituel pour que ces pressions extérieures contribuent à ce que nous devenons, chacun et chacune, de véritables diamants. Et pour moi, c'est ça qui va se passer en 2021. C'est ça, ce sont ça les challenges qui vont nous être présentés. C'est, est-ce que nous allons avoir suffisamment de résistance spirituelle, psychologique à l'intérieur de nous pour que ces pressions qui vont encore augmenter, c'est pas fini là, contribuent à ce que nous devenions des diamants. Mais une fois que nous serons devenus des diamants, nous deviendrons incassables. Nous deviendrons inaltérables. Mais cette résistance sur le plan psychologique et spirituel ne veut pas dire que nous allons devenir violents. C'est-à-dire on peut, je vous ai dit depuis le mois de mars, depuis le mois d'avril 2020, j'ai toujours appelé à la désobéissance civile non violente. Et je continue à appeler à la non-violence. Parce que là, nous sommes maintenant assis sur une poudrière. Et ça fait aussi partie de la stratégie de l'élite, c'est de nous pousser à la révolte violente pour avoir un prétexte d'instaurer une loi martiale et un état d'urgence qui permettra d'ouvrir la porte à un état totalitaire définitif. Donc c'est là où un des dangers, ce serait de tomber dans la violence et, je vous en conjure, résistez intérieurement, n'acceptez plus rien de ce qui vous est imposé, mais ne tombez pas dans la violence
ni la violence verbale, ni la violence physique. Un autre danger, c'est le danger de la division, parce que comme vous le savez, et ça c'est quelque chose de très très vieux, puisque déjà certains dictateurs romains, dans la Rome antique, disaient « divide ut imperat », ce qui veut dire « diviser afin de régner ». Et effectivement, toute l'ingénierie sociale qui a été mise en œuvre en 2020 a été d'un raffinement spectaculaire qui nous a amenés à être précipités dans une situation où les anti-masques, enfin ceux qui ont été qualifiés d'anti-masques, ont été opposés aux pro-masques, que les conspirationnistes ont été opposés à ceux qui s'abreuvaient des discours des médias mainstream, où les médecins dissidents ont été mis en opposition aux médecins des plateaux de télévision qui étaient pollués par des conflits d'intérêts, mais dont on ne parlait jamais, bien entendu. Des conflits d'intérêts, je veux dire. On nous a mis aussi dans une opposition entre les clients et les commerçants, où les clients râlent sur les commerçants râlent sur les clients, etc. Et je pourrais multiplier les exemples. Et c'est là où nous devons sortir de ce danger de la division. Il y a quelques jours, à la suite d'une suggestion d'une de mes amies, j'ai revu les 4 films de Hunger Games. Alors, ce qui est intéressant dans cette trilogie qui est développée sur 4 films, c'est qu'on nous raconte au début, tout au début, c'est qu'il y a à peu près 75 ans, il y a eu des révoltes extrêmement violentes de la population contre l'élite qui vit dans une mégalopole, je dirais, qui sont les riches, les privilégiés, et puis il y a eu toute une révolte des esclaves, des moins que rien, qui travaillaient au service des riches et des privilégiés de la mégalopole. Et donc ces révoltes ont été réprimées extrêmement violemment, extrêmement durement, dans le sang, et une fois que la révolte a été matée, un peu de la même façon qu'on a maté la révolte des Gilets jaunes, eh bien, ce qui a été mis en place, c'est 12 districts spécialisés dans 12 activités qui sont toutes dédiées à fournir l'essentiel de ce dont la mégalopole a besoin pour continuer à vivre dans cette vie de loisirs, de divertissement et de luxure. Et une fois par an, on choisit au hasard un homme et une femme de plus de 12 ans pour se battre dans des jeux, un peu comme à l'époque des gladiateurs. Donc il y a 24 personnes, il y a 12 femmes et 12 hommes qui vont être confinés dans un lieu particulier où ils vont devoir se battre pour leur survie. Et donc, ils vont devoir tuer tout le monde sauf une personne. Et le survivant de ces 24 protagonistes deviendra le héros qui symbolise le fait que grâce à ces jeux, les Hunger Games, donc les jeux de la faim, grâce à ce héros et grâce à ces jeux, la paix est revenue depuis 75 ans. Donc, c'est un peu ça, la trame de l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le 2e volet de la trilogie, à un moment donné, ces gladiateurs, ces 24 personnes, se rendent compte que, en fait, c'est pas entre eux qu'ils doivent se battre, mais ils doivent se battre ensemble contre leur ennemi commun. Et c'est là que tout le film bascule, évidemment. Et donc, à plusieurs reprises dans ce 2e film, il est dit, mais souvenez-vous de qui est votre vrai ennemi.
Et j'espère que vraiment 2021 sera l'opportunité pour nous réconcilier entre pro-masque et anti-masque, et que nous allons ensemble nous tourner vers ceux qui ont décidé notre destruction systématique. Ce sont eux nos ennemis. Nous ne sommes pas les ennemis les uns des autres. Et donc il ne faudrait pas tomber dans ce piège grossier de continuer à se taper sur la gueule entre conspirationnistes et bien-pensants, pro-masque et anti-masque, pro-vaccin et anti-vaccin. Même la question du vaccin, vous voyez, les traditionnels pro-vaccins, les professeurs, les spécialistes en immunologie, les spécialistes de la vaccinologie, eux-mêmes disent que ce vaccin à ARN messager est une folie sur le plan expérimental et demanderait à ce qu'on ait beaucoup plus de recul avant d'y aller. Donc en fait, le débat n'est même plus de savoir si on est pro ou anti-vaccin. Le débat, c'est de savoir, mais quels sont les plans funestes de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires dont je vous parle régulièrement. Un autre danger encore, ça va être le danger de laisser tomber, de s'effondrer intérieurement, de dire je n'ai plus la force de combattre et d'en arriver à s'auto-détruire d'une manière ou d'une autre. Alors il y a plein de façons de s'auto-détruire. Je dirais la forme la plus grave de l'autodestruction, ce serait le suicide, mais il y a d'autres formes d'autodestruction comme l'alcoolisme, comme la violence à l'égard de ses proches. Ça peut être aussi l'abandon de se vautrer devant son téléviseur et de commencer à s'abreuver de tous les programmes débilitants des télévisions. C'est toute une série de formes de dégradation dans lesquelles il ne faudrait pas tomber, parce que ce qui nous est demandé, c'est justement de résister intérieurement pour devenir un diamant. Donc ça aussi, et c'est la raison pour laquelle je vais continuer à être à vos côtés, c'est pour vous encourager, pour vous rappeler à quel point il est important que nous tenions debout, même si les mesures deviennent encore plus coercitives, ce qu'elles seront. Même si les mesures sont de plus en plus drastiques, ce qu'elles seront. Mais notre responsabilité maintenant, c'est de résister. Et c'est d'être à la fois des méditants et des militants. Des méditants, c'est-à-dire de créer ou d'entretenir ou de renforcer notre verticalité, notre connexion verticale. D'aller renforcer notre ancrage au cœur de la Terre et notre ancrage au cœur de l'univers. D'avoir donc cette épée de lumière qui nous traverse, cet axe de lumière qui va nous traverser, et auquel nous laisserons de plus en plus de place, parce qu'en étant de plus en plus des diamants, nous allons laisser passer de plus en plus la lumière à travers nous. Ça, c'est notre responsabilité de méditant. Notre responsabilité de militant, c'est de continuer à participer à des actions de désobéissance civile non violente. C'est de continuer à informer notre entourage malgré les oppositions, malgré les quolibets, malgré les critiques, les railleries et toutes ces autres choses. Donc nous allons continuer le combat. Et entre cette posture de méditant et la posture de militant, il va y avoir une troisième voie, la voie du milieu, qui sera de préparer dès maintenant la reconstruction d'un nouveau monde, de se préparer à être les bâtisseurs d'un nouveau monde, à être les réenchanteurs d'un nouveau monde. Donc en fait, nous allons avoir 3 missions
chacun et chacune. Méditer, militer et préparer le réenchantement du monde. C'est, à mon sens, et en tout cas c'est ce qui est sorti de ma retraite, c'est à mon sens ce qui va nous être demandé en 2021. Alors, dans quelques jours, je vous donnerai plein d'informations sur le plan concret au sein de ma chaîne privée, parce que j'ai plein de projets sur le plan personnel et sur le plan collectif, mais j'ai aussi enfin des outils à vous proposer qui sera d'une part le réseau social privé et sécurisé dont je vous parle depuis des mois maintenant, mais qui a mis tellement de temps à se constituer de façon sécurisée. Il va y avoir ma chaîne vidéo qui va être totalement refondue par rapport à ce que j'avais essayé de mettre en place au mois d'août. Il va y avoir des publications, il va y avoir la sortie de nouveaux documentaires, etc. Donc vous allez voir qu'il va y avoir plein de choses qui seront mises à votre disposition pour que vous puissiez avancer dans cette démarche de méditant, de militant et de bâtisseur d'un nouveau monde. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et j'espère vraiment que cette vidéo va vous inspirer, va vous donner du courage au cœur et que nous serons de plus en plus nombreux à cheminer pour que la lumière ne rencontre plus d'obstacles sur son chemin.